Prochain bloc à l'opposition officielle pour un bloc d'échange de 20 minutes. Monsieur le porte-parole et député de Gaspé. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier mon collègue de la deuxième opposition qui a consenti un échange de temps. Ça m'a accommodé. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir les autres collègues et le personnel des affaires municipales. Monsieur le ministre, j'aurais une question concernant l'occupation des territoires, le budget relié à l'occupation des territoires qui a été diminué de, grosso modo, de 180 à 100 millions. Dans les différents changements qui ont été apportés, je pense qu'on a élaboré passablement dans les derniers jours sur la question de la diminution majeure du budget de l'ordre de 80 millions annuellement. Donc, j'aimerais peut-être intervenir plus précisément par rapport à certains aspects de cette diminution de 80 millions de dollars, notamment en regard de la politique nationale de la ruralité. Il y a eu une diminution de 63 millions qui a été apportée par rapport au budget global pour les 10 prochaines années de la PNR, PNR 3. On parle notamment du volet sur les Pactes Plus, qui permettait de réaliser des projets, ce qu'on qualifie d'intersectoriels. C'était une somme totale donc de 63 millions sur les 10 ans qui devait débuter cette année, avec une enveloppe maximale de 750 000 par MRC, toujours sur une durée maximale de 9 ans. Et c'était dans l'objectif de permettre au MRC d'assumer leur rôle d'agent de leaders et d'agents concertants sur leur territoire, parce que l'objectif visé par cette enveloppe-là des Pactes Plus était de permettre non seulement une concertation, mais la réalisation d'actions concrètes en synergie entre les différents acteurs d'un même territoire d'MRC, l'objectif étant, vous savez, on a dit longtemps au Québec qu'on doit faire plus avec moins, mais là, ce qu'on se disait au ministère à l'époque, on disait là, il faudrait peut-être demander aux gens de faire plus et mieux ensemble, en travaillant davantage en concertation sur le territoire de la MRC. Donc, on visait, par exemple, des ententes au niveau scolaire, municipal, au niveau de la culture, au niveau des loisirs, par exemple, le partage d'une bibliothèque commune, au lieu d'avoir un dédoublement, une bibliothèque au niveau, par exemple, du primaire, une au secondaire, une au municipal. C'était vraiment une enveloppe qui était dédiée au MRC pour permettre aux municipalités locales de sortir de leur champ de compétences traditionnelles, puis de mieux assumer leur rôle de leadership sur le territoire. Puis à ce niveau-là, avec l'orientation que vous donnez au MRC comme gouvernement, je comprends difficilement pourquoi vous avez coupé le budget qui permettait justement au MRC de rayonner davantage puis d'assumer ce leadership-là au niveau territorial, étant le territoire de la MRC. Donc, peut-être nous expliquer, puis est-ce qu'il y a des perspectives que ce budget-là pourrait être relancé dans des avenirs où le contexte budgétaire sera meilleur? Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Monsieur le ministre. Merci. Écoutez, ce que l'on a fait, on a créé un fonds qui s'appelle le Fonds de développement des territoires, qui est doté d'une enveloppe de 100 millions. Et dans le 100 millions, il y a le PAC rural, qui est 33 millions, puis l'embauche des agents de développement rural, qui est 4 millions, donc pour un total de 37 millions. Ce dont vous avez parlé, c'était ce qui existait avant. Alors, il y avait plusieurs programmes. Il y avait les pactes ruraux, les agents de développement rural, Pacte Plus, Solidarité rurale, Fonds d'initiative pour l'avenir rural. Rural, oui, c'est ça. Solidarité rurale, je vous ai dit ce que nous avions fait avec ça. On a dit, bon, bien, très bien, on va faire une chaire de recherche universitaire sur l'ensemble de l'occupation du territoire dans toute sa diversité au Québec. On travaille là-dessus. Ce dont vous avez parlé pour 2015-2016, qui était budgété, c'était 41 millions. Or, on est à 37 millions. Donc, la différence, quand j'additionne l'embauche des agents de développement rural et le pacte rural, qui se retrouvent dans le Fonds de développement des territoires, il y a un écart de 4 millions de dollars. Ce dont vous avez parlé, c'était une croissance qui était prévue jusqu'en 23-24, donc sur 10 ans, mais c'est une croissance qui n'était pas budgétée. Et c'est une croissance qui ne correspond pas, en tout cas selon l'analyse que nous, on en fait, à la capacité de payer de l'État compte tenu de la situation des finances publiques. Je vous donne un exemple. Les Pactes Plus, pour 2015-2016, qui était prévu, c'était 2 550 000, avec une croissance qui les portait à 8 500 000 en 2020-2021. Mais on se comprend tous que
c'est une croissance qui était prévue, mais qui faisait l'objet d'aucun budget et d'aucun crédit. Alors, nous, ce qu'on dit, on dit très bien, on va revoir la façon dont les choses doivent être faites. On va prendre en compte l'effort que l'on demande au monde municipal, notamment dans le cadre de la nouvelle gouvernance régionale, soit une réduction de l'aide au CLD que j'ai expliqué, qui n'a rien à voir avec le Fonds local d'investissement, et des CRE. Mais on va prendre le solde et on va prendre l'ensemble des fonds qui existent, puis on va regrouper ça en un seul fonds, qui va être le Fonds de développement des territoires, qui va devenir une enveloppe de transfert inconditionnel aux municipalités régionales de comté, qui, elles, pourront moduler l'apportionnement qui leur revient selon ce qu'ils estiment être leurs propres besoins. Est-ce que dans l'avenir, ces sommes-là vont se modifier? Il faudra le voir d'année en année, quels sont les budgets, quelle est notre possibilité de le faire. Mais ça fait partie des discussions que nous aurons dans le pacte fiscal pluriannuel dont la négociation va commencer à compter de lundi, parce que ça fait partie des transferts aux municipalités. Alors, quand tantôt le député de Chapleau vous disait les transferts aux municipalités, cette année, c'est 3,2 milliards de dollars, c'est 300 000 de moins, donc l'effort demandé au pacte fiscal 2015. Donc, quand on va commencer la négociation, on va leur dire, regardez, là, voici la base de transfert qui est 3 milliards 200 millions. Maintenant, dites-nous quelles sont, vous, vos attentes, et nous, on va vous dire de quelle façon on est capable ou non de les rencontrer et sur quels éléments on est. Donc, c'est la situation pour l'exercice financier pour lequel on examine les crédits. C'est essentiellement une situation transitoire parce qu'elle découle du pacte transitoire. Et là, on va commencer les négociations et on verra quelle est notre capacité de porter tout ça plus loin. Essentiellement, c'est la meilleure réponse que je puisse vous donner. J'imagine que vous vouliez dire 300 millions et non 300 000. Pardon? Vous avez dit 300 000, c'est pas plutôt 300 Ah 000? non, c'est 300 millions. Monsieur le député... On est à la 11e heure de nos crédits. Oui, je vous Alors, comprends, 300 millions. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas me corriger. C'est un plaisir. Monsieur le député de Gaspé. Bon, ce que je comprends de la réponse du ministre, c'est que, bon, il reste quand même qu'il y a une diminution globale, je pense que tout le monde l'admet, de 80 millions. Bon, le discours du gouvernement est à l'effet que le 80 millions, on coupe juste des structures. Nous, à l'opposition, puis d'autres partenaires, on pense qu'il n'y a pas seulement des structures qui totalisent de 80 millions, il va y avoir des ressources financières, des ressources professionnelles qui vont disparaître dans les régions. Et ce que je comprends, c'est que dans le 100 millions, qui est résiduel, il y a une partie de la PNR qui demeure, mais la partie de la PNR, qui est la politique nationale de la ruralité, qui est le volet intersectoriel, bien, on nous dit peut-être que dans le prochain pacte fiscal, on pourra trouver l'argent, mais moi, je pense que si on ne l'a pas mis présentement, très, très faibles sont les chances qu'on trouve de l'argent dans le pacte fiscal pour combler un élément qui m'apparaît, excusez l'expression, mécané, parce que la PNR, à ce que je cherche, elle est dans le tableau que vous nous avez remis hier, puis les montants sont attachés. Encore là, je trouve que c'est une erreur qu'on a fait parce qu'on veut relancer les MRC, on les met sur un piédestal, on dit les CLD, c'est plus bon, les CRE, c'est plus bon, les forums jeunesse, cet après-midi, on a appris que c'était plus bon, les MRC, c'est bon, mais on leur donne 55 % moins de budget pour faire 100 % de la job. Donc, c'est sûr que ça va être dur dans le milieu, puis il me semble qu'en termes de cohésion, avec toute l'importance que vous voulez attacher aux MRC, ça aurait été intéressant de leur donner ce volet-là, de leur allouer ce volet-là, qui était déjà attaché, négocié avec les unions dans le passé, qui faisait l'unanimité, puis qui permettait aux MRC vraiment d'assumer leur caractère, je dirais, particulier et tout le leadership requis sur leur territoire. Seconde question, c'est au niveau de la reconnaissance de la MRC. On parle, d'un rôle prédominant, mais vous savez, pour rayonner dans son milieu, pour pouvoir assumer les fonctions que le gouvernement nous délègue, pour répondre aux besoins des citoyens, des citoyennes, des organismes sur notre territoire, comme nouvelle instance nommément désignée pour être vraiment l'instance qui va assumer le leadership sur le développement territorial qu'elles occupent. Vous savez, il y a plusieurs demandes qui sont en suspens depuis un certain temps. Vous l'avez abordé d'ailleurs, je crois que c'est ce matin. La question des règles de gouvernance au niveau des MRC. Si on veut faire des MRC, des superstructures qui vont être très rayonnantes, bien, je pense que le monde municipal, depuis de nombreuses années, demande certains allègements ou certaines modifications législatives. On parle ici du droit de retrait,
qui, depuis un certain temps ou depuis de nombreuses années, est un irritant pour permettre aux MRC de développer de nouveaux pouvoirs, parce que vous savez, souvent, une ou des municipalités d'importance en termes de taille sur le territoire peuvent se retirer d'un nouveau pouvoir. Vous avez mentionné tantôt, les MRC n'exercent pas tout leur pouvoir, et effectivement, mais souvent, c'est une question je dirais, de capacité légale. Quand on permet à une ou deux municipalités ou trois municipalités sur un territoire de se retirer de l'exercice d'une nouvelle compétence, bien, souvent, l'impact que ça occasionne, c'est qu'on appuie la masse critique pour développer ce service-là. Donc, est-ce que le gouvernement a l'intention de revoir cet irritant qui est la question du droit de retrait? Exactement aussi la question de la majorité requise. On parle de double majorité dans certaines MRC. Vous l'avez abordé également. Donc, je suis certain que vous maîtrisez très, très bien cet aspect-là. Dans le fond, pour assurer un équilibre entre les petites et moyennes et grandes municipalités d'un territoire d'MRC, je dis bien petites, moyennes et grandes en termes de taille, de population, est-ce que vous avez prévu de pouvoir, je dirais, apporter les amendements législatifs requis pour permettre vraiment au MRC de pouvoir assumer ces pouvoirs-là? Parce que présentement, vous savez, sur une base volontaire, c'est difficile parce que je connais des MRC qui, depuis de nombreuses années, voudraient prendre de l'expansion, assumer des nouvelles responsabilités, mais malheureusement, dans le carcan de leur lettre patente ou le carcan légal qu'ils ont, bien, malheureusement, ils ne peuvent pas parce qu'une ou deux municipalités bloquent carrément le processus. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus, s'il vous plaît. Juste avant que vous m'entendiez là-dessus, je vais quand même, vous avez fait une conclusion au sujet précédent. Moi, l'intersectoriel, j'ai lu ça dans le document que vous aviez préparé lorsque vous étiez ministre responsable de la politique nationale de la ruralité. Puis je vois 3 éléments dans le document que vous avez préparé. Premier, c'est la MRC demeure le lieu privilégié et inclusif de concertation pour les communautés rurales de mise en œuvre de projets à l'échelle locale ou territoriale. C'est exactement ce qu'on fait. Une application souple qui ne néglige pas la reddition de comptes, c'est ce qu'on fait. Et des communautés qui définissent elles-mêmes leurs priorités de développement, c'est exactement ce qu'on fait, contrairement à l'idée de base qui aurait été de créer un modèle unique destiné à Québec puis de dire tout le monde rentre là-dedans. Alors moi, je pense qu'on entre exactement dans la politique que vous avez suggérée lorsque vous étiez ministre responsable. Maintenant, sur l'intersectoriel, moi, je regarde dans le cadre des budgets prévus pour la politique nationale de la ruralité, je ne vois pas quelles sont les sommes qui auraient pu être budgétées et qui ne le sont pas aujourd'hui. C'est sûr, on a dit, écoutez, il y a une compression qui est faite à l'égard des CLD. Trouvez-moi une seule structure comparable dans le secteur privé ou dans le secteur public qui bénéficie d'un budget de fonctionnement qui est 3 fois supérieur au budget d'investissement qu'ils ont à gérer. Puis vous dites ça à n'importe qui, là. Honnêtement, jusqu'à ce qu'on parle de mettre en œuvre dans le projet de loi 28 la possibilité pour les MRC de choisir la façon dont ils vont faire le développement économique sur leur territoire, là, il n'y a pas un chat qui était capable de me dire ce que c'était un CLD. Et quand j'ai commencé à parler de ça, puis les gens disaient, bien, qu'est-ce que c'est ça, la chicane avec les CLD puis les CRE? D'abord, les CRE, il y avait encore moins de monde qui savait ce que c'était, à part ceux qui siégeaient à la CRE. Et là, on arrive dans une situation où on dit, bien, un CLD, là, c'est un organisme qui a un budget de fonctionnement 3 fois supérieur au fonds d'investissement qu'il doit gérer. Il n'y a pas un chat qui croyait ça, là, que c'était comme ça que ça fonctionnait. Et regardez le rapport du vérificateur général sur les CLD. Je ne vous tiens pas rigueur de ça, là, c'est pas vous qui... Vous n'êtes pas l'auteur des malheurs des CLD. C'est absolument épouvantable. Ça fait dresser les cheveux de la tête, là. Des sommes provenant du Fonds local d'investissement n'ont pas été utilisées aux fins prévues. Les actifs du Fonds local d'investissement n'ont pas été utilisés de manière optimale, notamment à l'égard des résultats liés au taux de placement et au taux de rendement, ainsi que la répartition des sommes allouées au CLD pour les fonds locaux d'investissement. Dans les CLD visités, des politiques administratives ou des mécanismes de contrôle étaient absents. Les prêts liés au Fonds local d'investissement n'étaient pas consentis selon les modalités prévues dans la politique d'investissement. Pour la majorité des dossiers de prêts liés aux fonds locaux d'investissement que nous avons analysés, les modalités de gestion ou les bonnes pratiques en la matière n'avaient pas été respectées de manière systématique. On ne peut pas marcher comme ça puis venir nous dire, écoutez, ça, là, c'est la meilleure, je disais l'expression, la meilleure invention depuis le pain tranché.
La réalité, c'est que dès que les municipalités régionales de comté ont appris qu'elles n'avaient plus l'obligation de faire affaire avec les CLD, il y en a une grande partie qui ont dit « on va s'arranger avec ça nous-mêmes, dans une structure plus souple, puis on ne mettra pas 3 fois le budget en fonctionnement par rapport au fonds qu'on a à investir. » Il me semble que ça tombe sous le sens, puis à moins d'être totalement dogmatique, je ne vois pas pourquoi on tiendrait absolument à ce que ce soit cette structure-là, là, parce que c'est quoi les rendements? Est-ce que j'ai vu une seule ligne dans le rapport du vérificateur général qui me... Oui. Je termine Oui, là-dessus, juste un instant, là. qui me En permettrait de terminant, penser monsieur. qu'il y a eu un élément de rendement, là, de développement économique absolument astronomique. La réponse, c'est non. Monsieur Alors, le on député s'en va Gaspé. vers des élus qui sont imputables. Ouais. Bien, d'abord, je pense que c'est important quand vous dites que les CLD, ce sont des structures qui, personne connaissait leur existence ou à peu près, bien, c'est peut-être parce que vous n'avez pas consulté les bonnes personnes. Vous viendrez dans les régions, vous allez savoir que vous allez voir que dans les régions, on sait c'est quoi un CLD. Mais je peux comprendre qu'à Montréal et à Québec, on ne les connaît pas, puis ça s'explique. Mais encore là, le gouvernement a choisi de faire du mur à mur en abolissant partout les CLD. Maintenant, mon intervention n'était pas pour défendre les CLD, mon intervention est pour défendre les budgets dédiés au développement et à l'occupation du territoire. Que vous remplaciez les CLD par une autre structure, que les CLD aient des lacunes, je peux en convenir. Ou, comme responsable de l'opposition officielle en matière d'occupation de territoire, je ne peux acquiescer, c'est quand on voit, noir sur blanc, qu'il y a une diminution au-delà de 55 du budget des organisations de développement local et régional. Puis là, pour justifier notre décision, on nous dit que le vérificateur général a vérifié un certain nombre de CLD, puis il n'était pas performant. Ça, c'est une chose. Mais est-ce qu'on a vérifié d'autres organisations? Pourquoi savoir attarder strictement au CLD? Ça fait drôle, mais qu'importe, on va passer l'éponge. Mais moi, si les CLD ne sont pas les bonnes structures, les bonnes organisations, bien qu'on les remplace par des nouvelles. Mais je ne me bats pas pour une structure, je me bats pour un budget qui permet d'allouer des fonds pour aider les hommes et les femmes d'affaires, les entrepreneurs, un budget pour doter les régions de ressources qui vont accompagner ces promoteurs-là. Puis, vous savez, l'erreur que le gouvernement, à mon humble avis, fait présentement, c'est que vous jetez le bébé avec l'eau du bain. Quand vous dites qu'il y a 60 de frais d'administration dans les CLD, bien, vous rentrez dans ce calcul-là, vous le savez très bien, vous rentrez dans ce calcul-là les agents de développement. Moi, un agent de développement, je regrette, mais je mets ça dans une case à part. Bien, écoutez, c'est impossible que les frais de gestion des CLD sont à 60 si vous tenez strictement compte du personnel administratif. Un CLD, là, c'est moins de 10 employés. Il y a un agent de réception à l'entrée, il y a quelqu'un qui fait l'administration, puis il y a un loyer puis quelques équipements. Ça ne peut pas combler 60 Écoutez, c'est impossible. Mais les agents de concertation sont des personnes qui interviennent dans le milieu puis qui ont un rôle à jouer d'accompagnateur. Si on les rentre dans les frais d'administration, c'est clair que là, ça va défoncer le pourcentage. Mais autant les CRE que les CLD, dans leur rôle, c'est de faire de la concertation, puis faire de l'accompagnement dans le milieu. Donc, ces gens-là, même si le budget d'investissement dans les entreprises, disons, se situe à 20 ou à 25 puis s'il y a un 50 qui est relié aux agents de développement, à mon avis, c'est le rôle d'un CLD, parce que dans la loi même, la loi 34, c'était prévu de mettre en place des ressources pour accompagner les promoteurs. Donc, les agents de développement et de concertation sont des ressources qui ne doivent pas être comptabilisées dans les frais d'administration. 1 minute et demie, Monsieur le ministre. Bon, Monsieur le Président, je veux dire au député de Gaspé que je l'apprécie beaucoup. Mais là, il vient de me dire des affaires qui sont quand même un peu grosses, là. Le Fonds local d'investissement géré par les CLD, il n'est pas touché d'un sou. C'est 25 millions. Ce que l'on a réduit, c'est les frais de fonctionnement des CLD, mais on ne l'a pas vidé à zéro. Il reste 32 millions. Et contrairement à ce que vous dites, on n'a pas aboli les CLD. On a juste dit aux municipalités régionales de comté, regardez, demain matin, il n'y a plus de monopole, là. Vous n'êtes pas obligé de faire affaire avec Hydro-Québec. Vous ferez affaire avec qui vous voudrez. Alors, les CLD, c'était comme Hydro-Québec. Il y avait une obligation dans la loi de faire affaire avec les CLD. Là, on dit, regardez, on a découvert quelque chose, vous êtes des élus, vous êtes imputables, c'est vous autres qui avez le bonheur de manger avec claque sur le nez quand vous prenez des mauvaises décisions. Savez-vous quoi? On va vous en faire prendre une autre. Choisissez donc si vous voulez continuer de faire affaire avec le CLD ou pas. Bingo! Il y en a beaucoup qui ont dit on ne fera plus affaire avec le CLD. Alors, je me promène dans les régions, puis j'entends dire par des maires puis par des préfets,
Savez-vous, là, l'idée de ne plus être obligé de faire affaire avec le CLD, ça fait bien notre affaire. Puis c'est pas Québec puis Montréal qui me dit ça. Bien, c'est pas Québec puis Montréal qui me dit ça. Merci, Monsieur le ministre. Vous aurez la chance d'y revenir si vous voulez un peu plus tard.